Cette semaine, à info.tvc, on célèbre le 50e anniversaire du club de motoneige Vallée Matapédia. Du 13 au 17 février aura lieu les Journées de la persévérance scolaire. Un mois après le temps des fêtes, voici des astuces pour bien gérer son crédit d'après Noël. La municipalité de Sainte-Marguerite-Marie a inauguré son projet immobilier. Et on vous présente le dernier court-métrage de Christophe Moquin. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 3 février. J'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud. On a appris cette semaine la nouvelle du décès de Fred, la marmotte gaspésienne, avant que celle-ci ne puisse faire sa prédiction sur l'arrivée du printemps. Mais comme il faisait soleil le jour de la marmotte, on présume que Fred aurait vu son ombre. Alors, on prédit un printemps tardif. Pour les amateurs d'activités hivernales, il s'agit d'une bonne nouvelle. Et pour les autres, bien, vous devrez prendre votre mal en patience. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales a déposé son récent rapport à la Chambre des communes. Tout comme la proposition faite l'été dernier, la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia est toujours rayée de la carte. En ce qui a trait aux différentes MRC touchées par sa dissolution, celles-ci ne seront plus scindées en deux comme le proposait le rapport précédent. La MRC de la Matapédia, dans sa totalité, sera regroupée avec les MRC de Rimouski-Neigette, de la Métis et des Basques pour devenir la circonscription de Rimouski-la Matapédia. Pour ce qui est des MRC d'Avignon et de la Matanie, elles se retrouveront dans la circonscription Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, Listuguge. La MRC de Témiscouata sera ajoutée à la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup pour devenir la circonscription Montmagny-Témiscouata-Katascomique. Dans son rapport, la Commission explique la disparition de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia par des raisons statistiques. Cette décision n'est pas finale. Les députés ont 30 jours pour rédiger une opposition qui doit être appuyée par 10 autres députés. L'opposition sera alors présentée devant un comité dont le rapport sera envoyé à la Commission. Nous tentons d'obtenir une entrevue avec la députée Christina Michaud pour connaître sa réaction. Le verdict de la matapédienne Julie-Lise Bélanger a été prononcé lundi dernier. L'ex-éducatrice de garderie en milieu familial est condamnée à une peine de 10 mois de détention. À sa sortie de prison, celle-ci devra respecter une probation de 2 ans et un suivi probatoire de 18 mois. Cette décision vient à la suite que la femme a plaidé coupable à une accusation de voie de fait causant des blessures à un enfant, qu'elle n'a pas de casier judiciaire, qu'il y a eu des excuses réelles et qu'elle a cessé toute pratique auprès des enfants, mais qu'il y a des conséquences pour l'enfant et ses parents. Rappelons les faits. À l'hiver 2022, Julie-Lise Bélanger a donné une gifle et plusieurs coups de poing à un jeune fréquentant son service de garde. L'enfant n'a pas gardé de séquelles physiques permanentes, mais vit toujours avec les souvenirs de l'agression. Suite à cette accusation, le service de garde a été fermé et l'ex-éducatrice travaillait maintenant auprès des personnes aînées. Le mois de février est le mois de l'histoire des Noirs et cette année, le thème est de l'obscurité à la lumière. Pour souligner cette commémoration annuelle, de multiples activités seront offertes partout au Québec. Dans la Matapédia, la MRC de la Matapédia invite la population à se réunir pour la soirée Africa Blues, une histoire noire. C'est l'artiste Othman Wahabi, un Canadien d'origine marocaine qui s'est taillé une place dans le blues américain et africain, qui offrira une prestation. L'événement se déroulera le 24 février à 20 h à la microbrasserie La Captive à Amqui.
Les billets sont déjà en vente au coût de 5 à la microbrasserie ainsi qu'à la MRC de la Matapédia. Il sera également possible d'acheter son billet le soir même au coût de 10 $. Cette soirée est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. La période d'inscription au sport et études en natation pour septembre 2023 est maintenant ouverte. Le seul critère requis est d'être capable d'effectuer un 100 mètres 4 nages individuelles, soit la nage papillon, la nage d'eau, la nage brasse et style libre. Pour vous inscrire, vous devez passer par la plateforme scolaire dont l'adresse apparaît au bas de l'écran. La députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, a été interpellée par un citoyen de Cause-Abscale, Louis-Marie d'Anjou, concernant un enjeu de sécurité et d'environnement que pourraient causer des poteaux vétustes du Canadien national, installés aux abords des voies ferrées dans la Matapédia. Ces poteaux de bois traités menaçaient de s'effondrer dans les cours d'eau à proximité. L'équipe de Christina Michaud a entrepris des négociations avec le Canadien national. Ces discussions ont porté fruit puisque ce sont plusieurs dizaines de ces piliers chancelants qui ont été retirés. La députée se dit satisfaite de la collaboration du CN, avec qui ce n'est pas toujours facile de travailler, et veut remercier les citoyens de sa circonscription pour lui avoir signalé cette problématique. La nouvelle directrice générale de l'aéroport de Montjoli est maintenant connue. Il s'agit de Julie Laviolette, originaire de la région montréalaise. Elle a également occupé des fonctions au Saguenay, à Québec et Bagotville. Elle compte une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de l'aviation, notamment pour l'Association québécoise du transport aérien. Madame Laviolette concède que son premier mandat consistera à comprendre les causes du retrait des vols directs entre Montjoli et Montréal depuis la fin de l'année dernière et de tenter de renverser la vapeur. La matapédienne Gathienne Canuel, grand-maman de l'humoriste Jean-François Otis, a manifesté le désir de voir son petit-fils plus souvent. Pour cette raison, le jeune humoriste s'est engagé à produire au moins un spectacle par mois à Amqui. Lors de son passage à la microbrasserie La Captive le 20 janvier dernier, il a invité sa grand-maman à monter sur la scène pendant son numéro. Le public lui a offert une ovation debout. Ce moment touchant restera gravé longtemps dans la mémoire de l'humoriste et de sa famille qui étaient présentes dans la foule. Le prochain passage de Jean-François Otis à la Captive d'Amqui sera le 23 février. Maintenant, passons aux actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Cause-Abscale a remporté son dernier match 6-1 face aux Fondations BA de Trois-Pistoles. Raphaël Otis a marqué 2 buts et Félix Saint-Don, Ludovic Lefrançois, Maxime Charret et Xavier Ross ont marqué chacun un but. C'est Vincent Morin qui était devant le filet de l'équipe matapédienne et a fait face à 28 tirs. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent ont démarré l'année 2023 en force. Lors de la fin de semaine du 28 et 29 janvier, l'équipe a joué 3 parties dans la région de Montréal. C'est avec un score nul de 1-1 que s'est terminé le premier match contre les Pionnières de l'Anaudière. L'équipe balaurancienne s'est sauvée avec une victoire de 7-5 contre la même équipe pour le deuxième match. Pour le troisième match, les Cyclones affrontaient les Remparts du Richelieu, qu'elles ont blanchi 5-0. Les prochaines parties se dérouleront à Saint-Fabien les 11 et 12 février contre les Rebelles. Rappelons que 2 matapédiennes font partie de l'équipe. Les maîtres nageurs du club de natation Nataqui ont participé à la Coupe 4 des maîtres qui avait lieu à Drummondville le 25 janvier dernier. Un grand nombre de médailles ont été ramenées. Davy Boudreau est revenu avec 3 médailles d'or aux 100 mètres libres, aux 50 mètres libres et aux 25 mètres brasse. Une médaille d'argent aux 50 mètres brasse et une médaille de bronze aux 100 mètres brasse. Karen Smith a décroché 3 médailles d'or, soit aux 100 mètres libres, aux 200 mètres libres et aux 100 mètres 4 styles de nage. Finalement, le coach en chef du Nataqui, Maïdine Galdem, avait à son cou 4 médailles d'or gagnées aux 25 mètres papillon, aux 100 mètres papillon, aux 25 mètres libres et aux 100 mètres
libre. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente ce que nous réserve le club de motoneige Vallée Matapédia pour célébrer son 50e anniversaire. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télé Bingo ce dimanche à 12h30. Cette année, le club de motoneige Vallée Matapédia fête son 50e anniversaire. Pour connaître tous les détails des festivités qui auront lieu durant la saison, je vais me rendre à Saint-Léon-le-Grand pour aller rencontrer le président du club de motoneige, Daniel Bérubé. Daniel Bérubé, bonjour et tout d'abord, bonne année et joyeux anniversaire parce que c'est le 50e anniversaire du club motoneige Vallée de la Matapédia. Justement, pouvez-vous nous faire un bref historique du club de motoneige? Bien, le bref historique, c'est le club de motoneige a été lancé en 1973 par Jean-Marie Villeneuve, que à Amkoui, tout le monde connaît bien. Et depuis ce temps-là, il y a eu beaucoup de bénévoles. Dans ce temps-là, il y avait à peu près 18 bénévoles. Là. Ça jouait là-dedans. Puis Jean-Marie Villeneuve, lui, a été actif dans le club là, pendant plusieurs années. Puis dans le fond, c'est lui, avec ses bénévoles, qui ont tous commencé à monter le club. Puis il y a eu, c'est certain que depuis le temps, il y a eu bien du changement, mais l'évolution s'est faite avec le temps. Là. Oui, puis justement, en parlant d'évolution, il y a plus de bénévoles aujourd'hui, il y a plus de membres, il y a plus de membres de l'administration. Vous êtes rendu à combien de personnes? Bien, aujourd'hui, on est à peu près une quinzaine, là, 13 à 15 bénévoles. C'est certain que ça a évolué. Au point de vue membre, je te dirais, il y a 30 ans, on était peut-être à 300-400 membres, là, le maximum. Aujourd'hui, on est presque au-dessus de 800 membres. Parce les sentiers se sont améliorés, les sentiers sont damés, on s'organise pour avoir de plus beaux sentiers. À la Fédération, on a une structure maintenant de la Fédération des clubs motoneige du Québec qui nous aide plus à faire une meilleure qualité de sentiers. Et d'ailleurs, on est rendu à combien de kilométrage au niveau des sentiers? Bien, présentement, on est à plus de 300 km de sentiers depuis quelques années. On a développé depuis environ 5 ans un nouveau sentier qui vient du Nouveau-Brunswick parce que la frontière Nouveau-Brunswick, Gaspésie, il n'y avait pratiquement pas de sentier qui débouchait en Gaspésie. On a développé un nouveau sentier qui, à partir de nous autres, on appelle ça Moose Valley. Là. Puis ce sentier-là, lui, débouche au Québec, à Amkoui en particulier. Et depuis que ce sentier-là est ouvert, là, je vous dirais qu'on a beaucoup de touristes. On peut dire tout le touriste là, du nord des États-Unis, la Maine, puis tout ce coin-là. Et Nouveau-Brunswick aussi, on s'aperçoit que d'année en année, là, on a vraiment du touriste là, qui viennent de l'extérieur par ce sentier-là. Là. Fait que ça augmente de plus en plus là, avec les années. C'est certain, ça augmente. Quand on a des belles années de neige, cette année, c'est un peu spécial comme année. Ça a comme pas décollé comme on voulait, là. On a eu bien de la neige au début, mais on l'a tout perdu. Puis là, on n'a pas vraiment des belles températures de la motoneige parce qu'on c'est un mois de janvier spécial, comme on dit, parce qu'il ne fait pas fret. Puis le froid, ben, c'est ce qui durcit les trails. C'est quand on dame, ça durcit les trails. Mais quand il ne fait pas fret, ben, on dame, puis il passe quelques skidoo, puis après ça, ben, les trails elles se défont pratiquement tout de suite. Là. C'est pas évident avec. Ça prendrait plus de froid là, pour vraiment avoir des beaux sentiers. C'est probablement juste les motoneiges qui sont contents quand il fait froid. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que c'est vraiment toutes les municipalités de la Matapédia qui sont accessibles par des pistes de motoneige? Partout.
Les sentiers de motoneige, là, vous pouvez partir d'Amqui, vous pouvez monter à Montréal, vous pouvez aller sur la Côte-Nord. Vous êtes capable de faire tout le Québec au complet en motoneige à partir de chez vous, n'importe où, n'importe quand. La carte de sentier qu'on appelle, qu'on comprend, c'est provincial. OK. Ça nous donne le droit d'aller faire de la motoneige n'importe où au Québec. Et là, on fête les 50 ans. Ça va être une année remplie d'activités. À quoi on peut s'attendre pour cette année en tant qu'activité? On a déjà eu une activité en fin de semaine passée. On a eu une soirée avec de la danse et tout ça. Ça a été quand même bien. Les prochaines activités qu'on a, on a cette fin de semaine qui s'en vient, le déjeuner le 22 janvier. On a un déjeuner organisé par le Club de motoneige à la salle communautaire à Sébec. Ça, on invite tout le monde qui veut venir déjeuner. Ça va être extraordinaire. On a, comme à tous les ans, notre randonnée du président qu'on appelle le 25 et 26 février à l'hôtel universel à Rivière-du-Loup. Il y a de la place pour tout le monde. Vous pouvez appeler, les autres sont au courant. Le club a réservé un bloc de chambre. Vous dites que vous faites partie du club de motoneige de la vallée, puis vous êtes capable de réserver facilement. Et puis, on a aussi le 25 de mars, notre super party de hot dog qu'on a ramené. On avait arrêté ça depuis quelques années. Cette année, l'an passé, on a fait un essai, on l'a ramené. Ça a très bien marché. Cette année, on le ramène encore. Puis, on fait ça au dépôt Souci dans la seigneurie du Lac-Matapédia. Puis, ça devrait bien aller là-dessus. Là. Et puis, pour clôturer notre 50e anniversaire de cette année, le 25 novembre, on a une soirée avec tous les présidents qui ont été dans les clubs de motoneige, dans le club de motoneige depuis le début, depuis 1973, pour honorer ce monde-là qui ont participé au développement du club de motoneige. Des belles activités pour fêter et s'amuser. Daniel Bérubé, vous êtes le président du Club de motoneige. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une belle saison. J'espère que vous allez avoir une belle saison, même si ça a mal commencé. On vous souhaite une belle saison, surtout pour ce 50e anniversaire. Et puis, ben écoute, merci beaucoup. J'aimerais souligner aussi, tant qu'être là, vous savez, le Club de motoneige, puis la motoneige, là, ça marche pas tout seul. Ça prend des bénévoles, ça prend des bénévoles. À l'heure actuelle, des bénévoles, on en manque de bénévoles. Quand il arrive de quoi, comme la tempête de vent qu'on a eue avant Noël, là, qui avait des arbres de coucher partout, nous, là, on n'a pratiquement pas eu de monde. On appelait du monde pour venir nous aider à nettoyer les sentiers. Puis ça a fini que c'est tous les administrateurs qui sont allés de l'UICI puis qui ont nettoyé les sentiers. On n'a pas été capable d'avoir de monde. On dirait que je ne sais pas. Mais en tout cas, peu importe. Si on veut avoir une belle avenir pour le club de motoneige, là, ça va prendre des bénévoles. Puis à l'heure actuelle, la jeune relève, il n'y en a pas. Okay. Ça fait, je vous dirais, au moins, dans le club de motoneige de la vallée, ça fait au moins 20 ans, là, on est toutes les mêmes têtes qui sont là. Puis il n'y a jamais de nouveau. Il n'y en a jamais. Puis à un moment donné, là, moi, ça fait tout près de 30 ans que je suis dans le club de motoneige. Puis on a Alain Perrault, qui est un conducteur, qui est administrateur, ça fait tout près de 30 ans. À un moment donné, là, on va arrêter. Là. Veut pas. À un moment donné, on va laisser la place aux autres. Mais s'il n'y en a pas d'autres, là, le club de motoneige, ceux qui vont vouloir faire de la motoneige, bien, il n'y aura plus personne pour s'occuper des sentiers. À un moment donné, ça va prendre la relève parce que c'est pas juste pour le club de la vallée, là, c'est partout à la grandeur du Québec. Il manque de relève pour la motoneige. Donc, il y a des gens qui sont intéressés à s'intéresser, ils contactent le club? Ils contactent le club de motoneige, puis on n'est pas des méchants, puis ça s'applique pas juste à monsieur. Ça s'applique à monsieur tout le monde. Ça peut être un gars, une fille, n'importe qui. S'ils veulent être administrateur au club de motoneige, on est bienvenus. On a de la place encore. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Puis là, on lance un appel aux gens. Ça serait plate de perdre ces beaux sentiers de motoneige-là, cette belle activité-là qui est très populaire dans la région. Alors, si vous avez envie de vous impliquer, là, n'hésitez pas là, à contacter le club de motoneige. Parfait. Pour toutes les informations pour les activités du 50e anniversaire du Club de motoneige Vallée Matapédia, vous pouvez consulter la page Facebook Motoneige Vallée Matapédia. Un petit rappel aux utilisateurs des pistes de respecter la signalisation et de rester justement dans les pistes.
Alors, moi, j'ai décidé de faire ma part et de faire du bénévolat pour aider le club. Alors, je m'en vais faire un peu d'entretien. Bon 50e! C'est du 13 au 17 février prochain qu'auront lieu les Journées de la persévérance scolaire sous le thème « Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer ». D'ailleurs, je porte le petit ruban vert qui est l'emblème des Journées de la persévérance scolaire. Pour nous parler des différentes activités qui vont se produire dans la Matapédia, je suis en compagnie d'Andréane Deveau, qui est agente d'accompagnement pour l'organisme Cosmos. Bonjour Andréane! Bonjour Marc! Habituellement, tu viens nous rencontrer en studio, mais là, pour des raisons, un petit accident que tu as eu, tu ne peux pas vraiment te déplacer. Alors, comment va la santé? Pas pire. Merci de me recevoir de façon virtuelle. C'est beau, la technologie. Oui, une chance qu'elle est là. Fait qu'on va quand même pouvoir parler des journées de la persévérance scolaire. Et puis, c'est une semaine qui est très, très, très importante. C'est vraiment... c'est une importance majeure de souligner la persévérance scolaire. Absolument, absolument. Puis c'est pas juste l'affaire de l'école, c'est aussi l'affaire des parents, de la communauté, les amis. Tout le monde est impliqué là, dans la persévérance, la motivation des jeunes à l'école. Oui, puis là aussi, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Alors, on a besoin que les gens restent à l'école. Oui. Oui, les données montrent que dans l'avenir, les gens auront besoin, les métiers du futur vont exiger des qualifications. Et ce qui est embêtant en ce moment, c'est que les gens sont portés à rentrer sur le marché du travail sans nécessairement avoir obtenu un diplôme. Donc, c'est d'autant plus important pour l'avenir de se rendre au bout de son parcours scolaire. Et ici, dans la Matapédia, on est très proactif lors de cette semaine-là. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelles sont les activités qui vont être offertes ici? Oui, absolument. Tu l'as dit, Marc, la Vallée est réputée pour être très, très, très mobilisée autour des Journées de la persévérance scolaire. Ça, en 2023, ça va être encore le cas. Déjà, on peut vous dire, on invite toute la population, que vous travaillez auprès des jeunes, que vous soyez un jeune ou que vous soyez parmi l'entourage d'un jeune. On vous invite à participer au concours qui se déroule juste dans la Vallée, le concours du Jeudi Persévère. Tout le Québec, jeudi le 16 février, si je ne me trompe pas, donc le jeudi des Journées de la persévérance scolaire, tout le monde est invité à porter du vert, un accessoire vert, un chapeau vert, du vert de la tête aux pieds, peu importe. Si vous le faites, si vous participez à ce mouvement national-là, on vous invite à vous prendre en photo puis de le partager sur Facebook avec le hashtag JPS Matapédia 2023. Et parmi tous ceux qui auront participé, on va faire tirer 4 prix de 50 $ en chèque cadeau de la Chambre de commerce. Oh, c'est une belle façon d'encourager les gens justement à participer. Est-ce qu'on va encourager aussi les gens à porter le petit ruban vert? Pour ceux qui en ont encore, comme toi, Marc, on invite, bien sûr, ça compte comme un accessoire et c'est l'emblème des Journées de la persévérance scolaire. Mais ça vient aussi un petit peu remplacer le ruban. On commence à... tu sais, les jeunes sont très pro-écologie, tout ça. On veut éviter le gaspillage. Donc, si vous avez des vêtements verts, portez-les. Si vous avez encore vos rubans, mettez-les. Tout ça est éligible. Donc, tu pourrais te prendre en photo, Marc, puis... hashtag JPS Matapédia 2023 et tu es éligible à gagner un de nos 4 prix. Wow! Et oui, parfait, bien, je vais pouvoir le faire. Et puis, comme tu mentionnais au début, ça touche tout le monde. Qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas des enfants, tout le monde est impliqué, tout le monde est appelé à accompagner les jeunes à persévérer. Oui, absolument. Et d'ailleurs, si vous, à titre de parents, grands-parents, intervenants auprès des jeunes ou enseignants, vous cherchez des outils
pour célébrer les journées de la persévérance scolaire, des cartes d'encouragement, des certificats, des idées d'activités à faire à la maison ou en classe. Tout est disponible sur le site web de Cosmos Matapédia. Vous tapez Journée de la persévérance scolaire et vous allez trouver tout ce qu'il faut. Signature courriel, fond d'écran pour le Zoom. On en a 2 différentes, des idées d'activités. Donc, tout ça est disponible sur le site des Journées de la persévérance scolaire, mais aussi sur le site de Cosmos Matapédia. Je vous invite à aller consulter sur le site. Sur le site. Cette année encore, c'est Laurent Duvernay-Tardif qui va être le porte-parole. Je pense qu'il y aura encore une activité qui est possible à faire avec Laurent. Oui, absolument. C'est le porte-parole. Si je ne me trompe pas, c'est la 5e année consécutive, ou en tout cas, c'est la 5e année qui fait un rendez-vous virtuel où toutes les classes du Québec sont invitées à participer. Dans le fond, ça s'adresse, là, c'est un rendez-vous qui dure environ 1 heure. Ça va être le 15 février, de 1 heure à 2 heures. Et ça s'adresse surtout aux élèves de 5e, 6e année du primaire, secondaire 1, 2. Donc, toutes les classes du Québec peuvent s'inscrire en ligne, c'est gratuit, et participer à cet événement virtuel-là. Il y a aussi une fiche d'accompagnement, là, pré-événement et post-événement, là, faite pour les enseignants s'ils veulent faire un atelier autour de la motivation et de la persévérance. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres activités qui vont avoir lieu cette semaine-là également? Oui, tout plein. Déjà, au niveau local, on sait que les partenaires impliqués dans le comité vont faire beaucoup d'activités dans les écoles. Il n'y aura pas une polyvalente qui célébrera pas les journées de la persévérance scolaire. Dans le comité, on a beaucoup de gens impliqués. On a la gang de Tremplin Travail, le centre d'éducation des adultes. On a les grands amis de la vallée. Je suis en train d'en oublier. Beaucoup de gens, là, tous les partenaires Cosmos sont impliqués de près ou de loin. Outre les activités qui vont avoir lieu dans les classes, dans les écoles, sur l'heure du midi, ce genre de choses, il y a aussi un webinaire qui est disponible pour les parents. Oh, un webinaire, oui. Parce que tu l'as dit tantôt, Marc, les jeunes commencent à travailler de plus en plus jeunes et la conciliation études-travail peut soulever beaucoup de questions chez les parents dont le jeune commence à travailler ou veut commencer à travailler, puis il y a 14, 15, 13 ans des fois. Donc, il y a un webinaire gratuit qui va être disponible pour tous les parents du Bas-Saint-Laurent. L'inscription est en ligne, aussi disponible sur le site web. Là, si vous allez sur le site web de Cosmos, vous allez retrouver le lien d'inscription. Donc, un webinaire où 3 spécialistes viennent répondre aux questions des parents sur la conciliation études-travail dans le contexte actuel. Donc, il y a ça. Il y a aussi, pour les tout-petits, il va y avoir des outils qui vont être distribués aux tout-petits dans les CPE. Il va y avoir aussi des outils qui vont être distribués dans les écoles primaires et secondaires. Mais au niveau des tout-petits, on a des ateliers en lecture partagée enrichis pour les parents. C'est des ateliers qui sont gratuits. C'est des ateliers qui permettent à un parent d'animer 1 heure du conte de façon plus ludique et pédagogique avec son jeune. Ça, c'est disponible, c'est gratuit. Mais tous les parents qui vont s'inscrire à l'atelier et répondre au formulaire pendant les journées de la persévérance scolaire vont avoir un livre gratuit. Vont avoir un livre gratuit en cadeau pour les parents des plus petits. C'est le fun, fait que les activités ne sont pas juste pour les jeunes, sont pour les parents aussi, les adultes qui veulent... Ça touche vraiment tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, tu l'as dit. Oui. Donc, si on veut toutes les informations, connaître toutes les activités, les horaires à qui ça s'adresse, là, on consulte la page de Cosmos, le site Internet de Cosmos. Le site Internet, il va aussi avoir de l'information qui va circuler très bientôt sur la page Facebook de Cosmos. Parfait. Bien, merci beaucoup, Andréane, de nous avoir parlé de cette semaine qui est importante. Merci à toi, Marc, d'avoir pris le temps de mettre les journées de la persévérance scolaire dans ton info.tvc. Oui, mais c'est important, puis je pense qu'il faut en parler, puis il faut soutenir nos jeunes, il faut soutenir toutes les personnes là, qui sont à l'école, parce qu'il y a même les adultes aussi. L'éducation des adultes, les gens qui vont retourner à l'école, terminer leur formation, c'est important. Fait qu'il faut parler de cette importance-là de poursuivre nos études. Merci, Marc. Merci. Donc, je vous rappelle que si vous voulez avoir tous les détails sur la semaine, les journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 13 au 17 février, vous pouvez aller sur le site web de Cosmos pour avoir toutes les informations. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube.
C'est le retour du temps des fêtes et peut-être que vous avez trouvé que vous avez encore trop dépensé. Alors, on va vous donner des astuces de comment bien gérer votre crédit d'après Noël dans cette nouvelle chronique de l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule. C'est la première édition de la chronique de la CEF de 2023, toujours avec Hélène Guilbeault, qui est la directrice de la CEF. Bonjour Hélène! Bonjour et bonne année! Ben oui! Hein, officiellement. Ben oui, c'est notre première fois qu'on se rencontre en 2023. Alors, tu as aussi une belle année et tout ça. Et on a vécu l'inflation en 2022, donc on se souhaite économiquement une belle année 2023. Ça serait sympathique, que ça arrête un petit peu, oui, effectivement. Donc, on l'espère peut-être une déflation. Mais là, avant, on va revenir sur le crédit de Noël, parce que peut-être qu'il y en a qui ont été prudents, il y en a qui ont été moins prudents. Comment on gère justement notre crédit là, après cette période de temps des fêtes? Oui, bien c'est ça. Vraiment, on a la période des fêtes est une période propice là, à utiliser le crédit, à faire en sorte de, malheureusement, peut-être offrir un petit peu plus à différents amis, différents membres de la famille. Donc, on met sur le crédit, souvent la carte de crédit, parce que c'est elle qui est la plus facile à prendre dans notre poche. Et souvent la première sur le dossier. Aussi, effectivement. Donc, voilà, fait que c'est normal. Il ne faut pas que les gens se sentent coupables dans tout ça. Hein. Ça, c'est ce qui est important de comprendre. Il ne faut pas se sentir coupable d'avoir donné puis d'avoir peut-être dépassé un petit peu notre budget. Mais il faut par contre prendre les choses en main et faire en sorte de réduire notre endettement parce que si on laisse ça sur des soldes, des fois à haut taux d'intérêt, donc je pense souvent aux cartes de crédit qui tournent aux alentours de 20 % d'intérêt, bien ça peut être long à payer. Je ne sais pas si les gens, des fois à la maison, ont regardé ces informations-là, mais toujours sur notre carte de crédit, on a une petite ligne en bas qui dit, bon, ben voilà, monsieur, madame, si vous faites votre paiement minimum, ça va vous prendre 18 ans ou 19 ans à payer votre solde. Donc, c'est à prendre vraiment en considération de façon très, très, très importante. Il faut régler les hauts taux d'intérêt avant tout. Donc, on regarde à la fin du temps des fêtes toutes nos options qui sont possibles là, avec nous. Donc, est-ce qu'on a une carte de crédit? Est-ce qu'on a une marge de crédit? Est-ce qu'on a également peut-être un prêt hypothécaire? Donc, c'est des choses qui sont à prendre en considération afin de faire le meilleur choix. Il est certain qu'il faut toujours se concentrer sur la dette qui a le plus haut taux d'intérêt. Souvent, c'est les cartes de crédit. Hein? On ne se le cachera pas. Donc, les cartes de crédit sont à prendre en priorité absolue. Et on ne fait pas seulement le paiement minimum. On essaye toujours d'aller régler le solde en totalité. Oui. Donc, ça, c'est vraiment un très, 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 très grand point à cet effet-là. Et si ce n'est pas possible de régler le solde en totalité, bien, on essaie d'aller l'accoter le plus possible. Et même, je dirais que si on a une autre décharge de crédit, exemple, une marge de crédit ou peut-être même il y a certains produits offerts avec les prêts hypothécaires, donc une marge liée à l'hypothèque, on fait le paiement de notre carte de crédit à haut taux d'intérêt avec les autres marges qui sont disponibles à moins haut taux d'intérêt. Parce que c'est souvent tentant de vouloir payer juste le minimum. Ah, ils me demandent juste 20 pièces ce mois-ci. Bien, je pense que je vais en profiter, je vais payer juste 20 pièces. Mais c'est parce que plus de temps qu'on prend à payer, plus on paye encore de l'intérêt sur ce retard-là, le temps qu'on prend. Là. Oui, bien dans le fond, c'est ça. Le solde s'accumule toujours, toujours, toujours. Et on continue de faire des dépenses sur cette carte-là, à moins que le solde soit à pleine capacité, mais on a toujours une possibilité de le dépasser un petit peu. Donc, ça nous mène dans une spirale vraiment de surendettement qui est très, très lourde à gérer et qui peut malheureusement mener vers des solutions qui sont moins intéressantes. On parle de propositions consommateurs, de faillite. On ne veut pas se rendre là pour des dettes de Noël nécessairement. Non. Et comment on peut planifier ça? Parce que là, on arrive, le temps des fêtes est passé. Ah, zut, là, j'ai beaucoup de choses, comment je vais m'organiser? Comment on peut planifier ça, toutes ces dépenses-là qu'on sait qu'on va faire, qui sont plus nombreuses pour Noël, pour ne pas avoir la corde au cou là, en janvier, février? Oui, bien tout à fait. En fait, le Noël, le Noël 2023, là, on le prépare tout de suite. On sait qu'on va dépenser plus. Exactement, on le sait. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, au mois de janvier, on a
un approximatif de combien nous a coûté notre Noël. Donc, on le sait, j'ai acheté un cadeau à ma tante Margot, ça a coûté 75 $. J'ai acheté un autre cadeau à une autre ma tante, ça a coûté un autre montant. Donc, on est capable de se faire vraiment un gap de l'ensemble des dépenses que ça nous a pris durant la période des fêtes. Et ça comprend aussi tout ce qui est préparation de repas, achat d'alcool, de boissons, de festivités autres, les décorations de Noël, hein, qu'on ne pense pas. Donc, on prend sa facture totale du mois des fêtes, là, de la période des fêtes, et on l'analyse comme il faut pour savoir le montant réel que ça nous a coûté pour l'année 2022. Et là, pour 2023, bien là, on se prépare, on fait nos devoirs et on se met toujours un petit montant de côté. Un petit montant de côté, une fois par mois, ou ça peut être à la semaine, selon votre possibilité. Donc, un petit montant de côté, ça peut être 20 $, 30 $, mais ça va nous permettre, en bout de ligne, à la fin de l'année, si on a 300 $ d'amassé, bien, ça fait 300 $ de moins à mettre en intérêt et sur le crédit. C'est une très bonne idée de le prévoir comme ça. Ben oui. Là, on parlait de prioriser tout, mais là, si on est un peu pris à la gorge, c'est quoi les solutions qu'on a en ce moment? Bien, les solutions, c'est d'aller chercher des modalités de crédit qui sont toujours les moins hautes possibles. Donc, d'aller rencontrer peut-être des gens d'institutions financières pour regarder les différentes options. Il y a des choses qui existent, il y a des propositions qui peuvent se faire. Donc, ça peut être de rapatrier toutes les dettes qu'on a ensemble en une seule main de dette. Ça s'appelle une consolidation de dette, a priori. Donc, on fait un prêt pour englober toutes les dettes. Mais souvent, on va prendre celle avec le taux d'intérêt le plus, pas le plus élevé, mais on va prendre celle qui a le taux d'intérêt le plus faible pour essayer de rapatrier le tout, mais tout dépendant de la nature de la dette. C'est ça qui, des fois, peut être embêtant. Mais vraiment, en allant voir une institution financière, il peut y avoir des belles options qui peuvent être offertes. Et c'est sûr, si ces options-là sont plus ou moins accessibles parce que le dossier de crédit est peut-être un petit peu plus entaché, bien, il reste d'autres options, que ce soit des propositions consommateurs, des faillites. On ne souhaite pas nécessairement toujours se rendre là, mais des fois, c'est des options pour recommencer à neuf, du bon pied, en fait, là, puis se restructurer financièrement parlant. Puis il y a une autre solution qui peut nous aider. Des fois, il y en a qui ont tendance à avoir 2, 3, 4 cartes de crédit. Peut-être en avoir juste une pourrait être une bonne solution aussi. D'en avoir juste une, oui et non. Okay, parce qu'en fait, oui, ça peut être bien, mais c'est sur le dossier de crédit, tu sais, la chose là, que c'est donc important dans la vie, ce dossier-là, que c'est un chiffre, c'est 3 chiffres, puis c'est donc bien magique, puis il n'y a personne qui le sait à part l'institution financière et vous. On s'entend, il n'est pas marqué dans votre front, là, ce petit chiffre-là. Donc, pour le dossier de crédit, si on annule une carte, on vient entacher légèrement le bureau de crédit. Donc ça, oui, exactement. Fait que si, des fois, on veut restreindre notre nombre de cartes, on peut le faire, mais il faut comprendre que ça peut avoir quand même une influence sur le bureau de crédit d'annuler une carte. Donc, de garder ces lignes de crédit actives, mais dans le fond du tiroir. C'est ça, je me disais. C'est ça, je suis ça pour dire, on peut la garder active, mais ne pas l'utiliser. C'est ça. Moi, il y en a beaucoup des cartes cachées à la maison que je ne sais pas son. Ça serait être dans une enveloppe rouge à utiliser seulement en cas d'urgence. Oui, effectivement. Donc, de restreindre nos lignes de crédit de cette façon-là, mais de les garder actives, c'est quand même bien pour notre historique de crédit, pour faire en sorte qu'on ait une bonne cote de crédit. Mais il faut comprendre la cote de crédit, là, les gens ont souvent une tendance maniaque là-dessus à maintenir une bonne cote de crédit, mais entre vous et moi, ce n'est que 3 chiffres qui ne représentent pas la bonne personne que vous êtes, mais qui fait juste définir si oui ou non une entreprise a décidé que vous étiez un bon prêteur. Bon, donc... bon prêteur. Oui, tout à fait. Donc, à retenir dans tout ça, on prépare nos choses d'avance pour ne pas avoir de mauvaises surprises au bout de l'année. Oui, et aussi une petite information importante. Souvent, là, on peut avoir tendance à faire des recherches rapides sur Internet pour obtenir des prêts. Donc, prêt rapide, je veux juste obtenir un petit 500 $ pour m'aider financièrement. C'est des prêts, ma foi, qui sont souvent connus pour être usuraires. Donc, des prêts usuraires, c'est des prêts à très, très, très haut taux de crédit. Donc, moi, je rencontre souvent des gens, malheureusement, dans mon travail, qui contractent ce type de prêt-là. Et souvent, les personnes se trouvent à payer, en bout de ligne, avec tout le cumul des intérêts, se trouvent à payer 4 fois la somme initiale. Donc, s'il vous plaît,
n'allez pas demander des prêts sur Internet, sur le prêt facile ou des petits trucs comme ça. Il y a différentes options qui existent quand même, qui sont toujours plus accessibles que ça. Ah oui, puis souvent, ces places-là, c'est facile. Là. Vous venez nous voir, vous avez l'argent dans 2 minutes. C'est comme, il faut se méfier. Quand c'est trop rapide. Là, quand c'est trop rapide, c'est qu'il y a un petit problème. Bien, Hélène, merci beaucoup. Merci infiniment. Pour encore ces beaux conseils. Puis c'est intéressant parce que la prochaine chronique, ça va être intéressante. On va parler des finances et le couple. Oui. Hein? On sait que des fois, ça peut être un sujet de discorde dans un couple. Effectivement, de discorde, de tension, d'opinion. Donc, je pense que ça va être intéressant de voir différentes facettes de tout ça. Comment ne pas laisser les finances briser notre couple. Exact. Merci beaucoup. Merci. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Allô, Marc, j'ai une petite question pour toi. Es-tu capable de me faire une phrase avec japonais, chinois et pakistanais? Oh. Japonais, chinois et pakistanais. J'ai pas d'idée. Pas d'idée du tout, t'es sûr? Oui. Tu donnes tout à l'heure au chat? Oui. OK. Japonais à nager, machine noyée, pakistanais après moi. Au mois d'octobre dernier, on vous avait présenté le projet de construction d'un jumelé à la municipalité de Sainte-Marguerite-Marie. Et aujourd'hui, le projet a atteint sa finalité et nous assistons à l'inauguration du jumelé. Go, Marlène. Yes! Merci, bravo, la belle Marlène. Je suis en compagnie de la mairesse de Sainte-Marguerite-Marie, Marlène Landry. Bonjour, Marlène. Bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on inaugure le jumelé, donc un projet là, qui est arrivé à terme. Comment on se sent? On se sent fébrile parce que je ne pensais pas aller en février parce qu'on ne s'attendait pas que ce serait aussi tôt. Là. Quand on commence des projets là, dans la construction, on ne sait jamais quand ça aboutit, mais non, c'est concret, c'est terminé, bien heureuse. Là, tu me disais, pas aussitôt, tu t'attendais que ça arrive plus tard? Bien, la construction, assez souvent, tu as toujours des délais pour, surtout depuis la pandémie, il y a beaucoup de délais là, dans le fer, dans le ci, dans le ça. Mais non, je suis quand même satisfaite là, du délai dans lequel ça a été réalisé, là, honnêtement. Là. Justement, dans les projets de construction, on rencontre souvent des obstacles. Ça a été quoi les plus gros obstacles que vous avez rencontrés? Dans celui-là, c'est sûr que c'est les fenêtres, on a dû attendre parce que là, il fallait commander puis ça a été quand même plus long. Après ça, non, ça s'est quand même bien déroulé là, dans l'ensemble, à part les fenêtres qui étaient un petit peu plus longs. Les armoires, on pensait être plus tôt aussi, mais ça a été comme en janvier. Mais non, je pense que ça a bien été. Là, il faut rappeler que le jumelé, ça s'adresse à une clientèle particulière. Oui, personne un petit peu plus âgée, là, dans le fond. Pas tout de suite pour les familles. Un jour, si il n'est pas loué, on le louera probablement. Mais non, c'est plus pour les personnes plus âgées. Qu'il y avait peut-être une maison, que là, c'est peut-être trop gros s'occuper d'une maison qui veulent venir en plus petit. Oui, c'est ça, on espère. Parce que là, dans le fond, c'est pas nous qui mettons les critères, c'est notre directrice qui va s'occuper de ça. Fait qu'elle va gérer les nouveaux locataires, c'est elle qui va s'occuper de ça. Là, la question que tout le monde se pose, est-ce qu'ils sont loués? Oui, j'ai le 199-1, il est loué. Le 2, je viens d'avoir des nouvelles. Non, fait que là, il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir visiter. Fait qu'on va... Mais on a encore quelques noms pour voir, là. Mais je m'attends bien qu'il s'aille louer. De toute façon, j'imagine, avec la pénurie de logement, que tu t'attendais que ça ne sera pas difficile à louer? Non. Quand on l'a fait, on avait déjà les noms. Fait que c'était plus facile, dans le fond, de partir ce projet-là. Puis là, les gens qui vont venir visiter aujourd'hui, là, je vais réserver ma place dans quelques années. Fait que c'est sûr qu'elle va se parler, puis ils aiment ça. La place, c'était bien. La façon le modèle qu'on a instauré, les gens aiment ça. Fait que je m'attends que j'aie des noms à un moment donné, là. Si on a quelqu'un qui part. Oui, c'est ça. Là, on vient de citer un beau gros projet d'envergure qui est une première dans la Matapédia. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres gros projets là, bientôt à Sainte-Marguerite-Marie? Oh, on se laisse un petit repos. Parce
que là, ça commence à tirer du jeu un peu. 2022, là, ça a été une grosse année avec le relais, parce qu'on a inauguré le relais samedi. Mais aujourd'hui, c'est jumelé. Ces projets-là ont été travaillés de concert en même temps. Fait que, non, on va attendre quand même quelques années aussi pour pouvoir aussi se renflouer, puis se reposer. Puis on va partir sur de nouvelles bases. On a plus d'expérience, là, ça va être plus plaisant. Qu'est-ce que ça vous demande à vous, là, un projet comme ça, là, de A à Z? C'est sûr qu'on a eu de l'aide des habitations populaires de l'Est. C'est eux qui nous ont aidés là, à partir le projet parce que les autres étaient quand même habitués de construire. Fait que, une chance qu'on avait ces gens-là. Mais c'est sûr que l'investissement, chercher des soumissions pour la construction. Puis on a eu à faire des études sur le terrain. Il y a plein de choses qu'il fallait embarquer, puis c'était pas directement avec le constructeur. C'est sûr qu'il a donné du temps aussi à la municipalité là, à travailler. Est-ce que avant de terminer, est-ce que des organismes, des entreprises que vous voudriez remercier? Bien, on remercie tout le monde, là, dans le fond, qui a participé, les conseillers, ma directrice générale, dans les gens des habitations de l'Est. J'ai Michel Paquette qui nous a donné un énorme coup de main aussi. Comité de développement, dans le fond, le projet part d'eux autres. Après ça, ça a été transféré à la municipalité. Fait que les gens du comité de développement ont travaillé fort aussi. Fait que, non, la population en général qui nous appuie dans ce projet-là aussi. Marlène Landry, merci beaucoup, puis félicitations pour ce beau projet. Bien, merci beaucoup, puis merci d'être là. Je suis en compagnie de la préfète de la MRC de la Matapédia, Chantal Lavoie. Bonjour, Chantal. Bonjour. On assiste à un grand événement aujourd'hui, l'inauguration du jumelé, qui est un projet quand même assez rare dans la Matapédia, un projet comme celui-là. Bien, rare même au Québec, hein, parce qu'on sait, c'est tout récemment que les municipalités peuvent faire de tels projets. Fait que oui, on est... En tout cas, si c'est pas la première municipalité au Québec à réaliser un tel projet, c'est dans les premiers, là. C'était quoi la contribution de la MRC dans ce projet-là? Bien, c'est sûr que nous, on a toujours nos programmes financiers qui viennent appuyer des projets comme celui-là. On a aussi l'accompagnement là, du milieu avec Michel qui s'est fait. Puis, c'est sûr qu'il y a aussi un volet régional qu'on est allé solliciter au niveau du FRR. Donc, on essaie toujours d'appuyer des beaux projets comme ça. Puis, évidemment, le montage financier, là, il y a plein de partenaires, dont la MRC, puis on en est très fiers. Comment tu vis ça aujourd'hui, cette inauguration? Bien, moi, je le sens comme un moment historique. Je le disais tantôt à la blague, mais c'est tellement ça aussi. Mais c'est aussi peut-être un moment d'innovation qui va donner le goût à d'autres municipalités de faire la même démarche. Puis, bien, on vient carrément travailler sur la pénurie de logements qu'on vit dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est une belle façon de faire. Puis c'est aussi de garder nos gens le plus longtemps possible dans la municipalité. C'est pas rien non plus. Donc, les gens vont avoir un choix pour faire différentes façons de demeurer dans leur municipalité le plus longtemps possible. Puis ça, on est content de ça aussi, parce que dans la Matapédia, c'est aussi un de nos souhaits, pas seulement d'accueillir des nouvelles personnes, mais de maintenir ou de conserver les gens qui sont avec nous, puis dans leur municipalité, parce qu'il y a un rayon, il y a un réseau qui est là. Donc, c'est toujours vraiment intéressant, des projets comme ça. Il y a un projet comme celui-là, j'imagine qu'il y aurait plusieurs autres municipalités dans la Matapédia qui pourraient en accueillir. Bien, je pense que les yeux sont beaucoup rivés sur l'expérience qu'on vit actuellement. Puis effectivement, il y aura sûrement des expériences similaires qui vont se faire. Mais on sait que dans la Matapédia, on a quand même des gens très impliqués. Là, si on prend les OMH ou au niveau du logement social, on est vraiment dans un autre type de logement aussi, une autre façon de faire. Fait que il y a de la place pour toutes les idées. Est-ce que dans le reste de la Matapédia, est-ce qu'il y a d'autres projets immobiliers qui pourraient voir le jour bientôt? On a-tu un scoop? Bien, je ne suis pas dans le secret des dieux de toutes les municipalités, mais je sais qu'il y a plusieurs projets qui sont en analyse ou sur les tables à dessin. Est-ce que ce sera sur la même formule? Bien, ça reste à voir. Parce qu'on sait aussi que la loi le permet pour les municipalités, mais il y a quand même des petites obligations autour de ça, dont les municipalités doivent adopter, entre autres, une réglementation et tout ça. Fait que je pense qu'il y en a plusieurs qui vont se mettre en action dans ce sens-là, mais pas juste dans la Matapédia, je pense même dans pas mal de régions au Québec. Parce que j'imagine aussi que la Matapédia, on ne fait pas exception, on doit être beaucoup touché par la pénurie de logements. Bien, effectivement, mais c'est sûr qu'il faut voir aussi, hein, parce que plusieurs municipalités ont peut-être pas les mêmes, je dirais,
les promoteurs privés dans certaines municipalités prennent plus de place que dans d'autres. Il y a vraiment une analyse fine là, à faire pour chacune des municipalités. C'est un peu ça, on le voit, là, il y a quand même du développement immobilier dans d'autres municipalités, mais c'est pas nécessairement la municipalité qui le fait. Donc, il faut que chacune des municipalités analyse sa situation. C'est vraiment là qu'on est aussi, quand je dis qu'il y a des projets dans l'air ou des choses sur la table à dessin, c'est aussi ça. Il y en a aussi avec des personnes, des partenaires privés. Donc, il y a différentes choses qui s'en viennent. Là. Bon, des bonnes nouvelles encore. Chantal Lavoie, merci beaucoup. Puis merci beaucoup à la MRC de soutenir des beaux projets comme celui-là. Bien, merci à vous d'être présents pour soutenir ces beaux projets-là. Parce que quand le projet est réalisé, bien, vous êtes un outil important pour nos communautés, justement, pour diffuser cette bonne nouvelle-là. On en entend tellement des mauvaises nouvelles que quand il y en a des bonnes, on est content d'en parler. Oui, puis ça nous fait plaisir, puis on est là pour ça. Bien, merci beaucoup. Le nouveau jumelé situé au 199 chemin du Kempt à Sainte-Marguerite-Marie est maintenant prêt à accueillir ses nouveaux résidents. 4 mois après la sortie de son dernier court-métrage L'Après, le cinéaste matapédien Christophe Moquin nous présente sa nouvelle œuvre. Mais avant de m'entretenir avec le principal intéressé, regardons la bande-annonce de ce nouveau court-métrage. Je sais que c'est au Canada qu'on y parle français. Je reste toujours avec l'impression que c'est pas une invention du peuple québécois. J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois. On comprend pas pourquoi t'es souverainiste quand t'es immigrant. Nous autres, on reçoit des ordres et puis on les exécute. Les Québécois sont depuis toujours farouchement attachés à leur langue. Le français est toujours menacé. J'ai déposé au nom du gouvernement la politique québécoise de la langue française. Capitaine Jacques Cartier, sujet de François Ier, roi de France. Là, on sent qu'il y a une prise de conscience collective qui est en train de se faire. L'actualité et notre place dans le Canada, le poids politique, les refus qu'a encaissé M. Legault, les uns après les autres. Une femme a dit à son mari, elle dit qu'on a l'air fier, lui. Ton mari, ça doit être un Québécois. Puis dis c'est ça, monsieur, je suis fier parce que je suis Québécois. Christophe Moquin, bonjour! Salut Marc, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très, très bien. Bien, tout d'abord, je vais te souhaiter une bonne année 2023. Ah ben oui, ben toi pareillement. Oui, ben merci, puis une belle continuité dans tes projets. Justement, d'ailleurs, depuis le 24 janvier, les gens peuvent visionner ton dernier court-métrage, On s'en souvient. Cette fois-ci, tu nous amènes complètement ailleurs de ce que tu nous as présenté dernièrement. Ouais, c'est un film bébite dans ma filmographie. C'est un film que j'ai dû faire pour un cours de montage. On devait faire un film de réemploi, c'est-à-dire prendre des archives qui viennent d'un peu partout pour en constituer une œuvre à part entière avec ses thèmes, comme n'importe quelle œuvre cinématographique. Et j'ai décidé de parler de l'identité québécoise, de sa culture, de sa souveraineté et de son histoire, de ses clichés, un peu de tout ce qui fait le Québec, finalement. Ça peut paraître anodin, mais un travail de recherche comme ça, c'est colossal. Comment ça s'est passé? Ouais, mon Dieu, le travail de recherche, c'est drôle que tu en parles parce que hier soir, avant l'entrevue, j'ai voulu aller calculer le nombre d'archives qu'il y a dans le film. Je ne l'ai pas fait par lâcheté, tout simplement. Mais j'estime environ une centaine d'archives gardées au montage final. Donc peut-être entre 150 et 200 archives qu'on a visionnées. Je suis pas tout seul là, qui a regardé tout ça. J'ai eu l'aide des gens dans mon cours, quelques personnes dans mon cours qui m'ont donné des liens YouTube. Ah, ça pourrait t'intéresser, ça pourrait t'intéresser. Il y a aussi mon amoureuse, Caroline, qui, elle aussi, était bien investie dans le projet, puis m'envoyait des trucs parce qu'elle savait que je cherchais tel ou tel style d'archives. Puis sinon, ben, c'est vraiment des archives de toutes sortes. La majorité, je les ai trouvées quand même assez facilement sur YouTube. C'est un film qui parle du Québec, puis Radio-Canada a beaucoup d'archives québécoises qui sont déjà bien numérisées en HD, donc ça a été quand même assez simple à récupérer. Sinon, ben, c'est fouiller dans des bibliothèques pour numériser des DVD. C'est regarder des tonnes et des tonnes d'archives pour finalement arriver sur La Perle rare,
c'est des archives que tu cherches et que, heureusement, tu trouves au bout d'1 heure, 1 heure et demie, même 2 heures de recherche. C'est des archives qui t'arrivent d'en face, que tu t'attendais pas du tout, puis que finalement, ben, tu décides de garder parce que les archives te parlent. C'est vraiment un mix de plein de trucs, mais oui, c'est vraiment un travail de recherche assez conséquent. Comme tu mentionnais, là, c'est l'histoire du Québec, mais beaucoup centré sur la langue française, qui est un sujet qui est toujours d'actualité. C'est jamais en panne, ce sujet-là. Ça fait encore jaser, c'est partout, c'est omniprésent. Fait que pourquoi t'avoir attardé surtout là-dessus? Oui, eh bien, comme tout projet scolaire, ça commence avec un prof qui dit « Ouais, vous devez faire ça, puis c'est ça les critères. » Fait que là, tu pars avec ça dans ta tête, puis tu essaies de te trouver une idée. Puis ça a donné en même temps que les élections provinciales. Puis durant les élections provinciales, ils ont beaucoup parlé de la langue. C'est revenu énormément. Donc, à un moment donné, encore une fois, je suis avec mon amoureuse, on est en train de souper, puis on parle de ce projet-là, de faire un film de réemploi. C'est la première fois que je fais ça. Je savais pas quoi faire. Puis à force de brainstormer, désolé l'anglicisme, ensemble, on s'est dit que ça pourrait être intéressant que je travaille là-dessus parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Puis ensuite de ça, ben, c'est là que toute l'apport historique est venu, puis tout aussi le côté culturel québécois est venu par la suite. Mais à la base, ça vient vraiment de là, cette idée-là. On en parlait beaucoup, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'en parler. Quelle réflexion tu vas amener aux gens qui vont justement visionner ton court-métrage? Bonne question. La réflexion, c'est un film qui est très large. Ça a beau être un documentaire, c'est un film qui fait thèse du Québec, si je peux dire, qui est ma thèse personnelle à moi. Donc, pour ce qui est des réflexions, j'espère que personne n'aura nécessairement la même réflexion. Puis, j'espère qu'il y a plusieurs réflexions qui vont en sortir. J'ai eu la chance de la faire écouter en public, que ce soit en classe, avec des amis, avec la famille. Puis ça sortait toujours des débats, surtout des débats politiques, des débats culturels aussi, beaucoup de débats par rapport à la langue, par rapport à l'immigration, par rapport à tous les débats qu'il peut y avoir au Québec ont tous un peu ressorti. Puis ce que j'aimais bien, c'était justement les différentes thèses, les différentes idéologies qui en ressortaient. Donc je pense que chaque personne peut faire sa propre réflexion sur le film. En tout cas, c'est ça que j'ai essayé de produire quand j'ai fait le montage. Bien, souhaitons que les gens ont le goût d'aller justement l'écouter et ceux qui veulent justement le regarder doivent procéder comment? Oui, ben c'est très simple. C'est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube, Christophe Moquin. Donc, c'est disponible, comme tu le dis, depuis le 24 janvier dernier. Donc, allez écouter ça en grand nombre, partagez, puis j'espère que vous allez aimer pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Te connaissant, tu as toujours plein d'idées dans la tête. Je suis sûr que tu es déjà en train de préparer ton prochain projet. Sur quoi tu travailles présentement? Sur quoi je travaille présentement? Qu'est-ce que je peux te dire puis qu'est-ce que je peux pas te dire? Je travaille sur plein de trucs présentement. Ce que je peux te dire en ce moment, quelque chose qui commence quand même assez à être concret. Je commence le travail d'un prochain scénario de fiction. Donc, je peux annoncer que mon prochain court-métrage risque fortement d'être un film de fiction, que vous allez sans doute être surpris et j'espère content. Donc, sortie potentielle en 2024. Pour l'instant, je commence la préparation au scénario, c'est-à-dire les synopsis, les fiches de personnages, le séquencier, pour ensuite de ça écrire le scénario. Et ensuite de ça, sans doute à l'automne prochain, on risque de passer plus à vraiment la pré-production pour amener au tournage. Et pour une éventuelle sortie dans 1 an, en 2024, je ne veux pas de date encore, on est vraiment loin d'être là. Sinon, j'ai plein de beaux projets là, un peu partout. Là. Je vous invite à suivre mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, entre autres, où je partage la majorité des projets que je fais, mon compte Instagram, mon TikTok, je parle beaucoup de mes projets là-dessus. Puis c'est ça. Puis bien entendu, TVC l'été, saison 4, je vais être parmi vous cet été encore une fois. Bien, merci Christo d'être venu nous présenter ton nouveau court-métrage. Puis je te souhaite une bonne continuité dans tes projets. Ben, ça me fait plaisir. Puis merci à vous pour l'ouverture. À chaque fois que j'ai un projet, je t'écris. Puis c'est bien rare que tu me dis non. Donc merci beaucoup parce que c'est vraiment important d'aller parler de ces projets parce que c'est bien beau de les sortir, mais il faut aussi savoir, faut aussi savoir en parler, puis il faut aussi savoir le présenter.
On est toujours fiers de présenter les projets des gens de chez nous. Donc, si vous voulez visionner le court-métrage On s'en souvient, vous vous rendez sur la chaîne YouTube Christophe Moquin. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 3 février d'Info.tvc. Un petit rappel des activités du Carnaval de Saint-Cléophas qui ont lieu aujourd'hui et demain. Consultez la page Facebook de la municipalité pour connaître les événements. Les événements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Cozapscal. Ne manquez pas le télé-bingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur blanche. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Habillez-vous chaudement car on annonce très froid cette fin de semaine. Bonne semaine!